Alors, on va démarrer cette nouvelle table ronde consacrée aux startups culinaires avec la volonté de comprendre. Il y a une émergence de dizaines de startups. Ah, on va attendre l'annonce de l'hôtesse de l'air. Alors, il y a énormément de startups culinaires qui se créent et la question c'est de savoir si ces startups sont utiles. Utiles à quoi? Utiles aux chefs. Il y a beaucoup d'interrogations des chefs sur toutes ces startups qui émergent dans le sens de est-ce qu'elles rendent un vrai service? Est-ce que je dois, dans ma journée de travail qui est très longue, très compliquée, essayer en plus de comprendre des complexités nouvelles qu'on m'expose et avec des solutions nouvelles en face? On va essayer d'en parler avec 4 acteurs de cette nouvelle économie culinaire. Je vais les laisser se présenter. On va peut-être faire un tour de table en commençant par Anton. Anton Soulier. Il y a des micros. Bonjour. Donc moi je suis Anton Soulier, je suis le fondateur de Taster. Donc Taster, on crée des concepts de restaurants virtuels, donc complètement pensés pour la livraison. Donc on crée les marques. Voilà, chez Taster, on a un portefeuille de 5 marques différentes, principalement autour de la cuisine asiatique. On déploie les marques dans des cuisines en delivery only, enfin, ce qu'on appelle des dark kitchen, et on vend uniquement à travers des plateformes de livraison type Uber Eats ou Deliveroo. Donc aujourd'hui, voilà, on a une quinzaine de cuisines réparties entre Paris, Londres et Madrid. Donc c'est ce dont Akram parlait hier, des dark kitchen, Voilà, c'est vous. exactement. Donc on va pouvoir comprendre ce que c'est et vous poser des questions. Parfait. Bonjour à tous, je m'appelle Xavier Zetoun, je suis cofondateur d'une société qui s'appelle ZenChef, qui aide les restaurateurs à digitaliser leurs réservations et leurs relations clients tout en conservant leur indépendance. Donc ça veut dire en faisant de la réservation en direct sur leur propre site, en maximisant les canaux directs, dans le but de gagner des clients, de gagner du temps dans le quotidien, de fidéliser leur clientèle, de se constituer un fichier client. Voilà, ça fait 9 ans qu'on existe. Stéphane. Bonjour, je m'appelle Stéphane Rie, je suis le cofondateur de la startup qui s'appelle Kit pour Qui est à table. Et nous, en fait, on s'interface à des acteurs comme ZenChef ou Guest Online pour permettre aux restaurateurs, au moment de la réservation, en fait, de les prévenir de qui vient manger en fait chez eux, qui vient manger chez eux. Ton expression, c'est un client sait tout du restaurant quand il arrive, mais un restaurant ne sait rien de ses clients. Exactement. Donc le but, c'est d'essayer de rééquilibrer en fait la donne. Voilà, bonjour, moi je suis Antoine Girard, je suis le fondateur de Guest Online. Donc voilà. Alors tu m'as dit dans la préparation de cette table, mais je vais dire exactement la même chose que Xavier Zetoun. On fait le même métier avec Xavier. On n'est pas arrivé au même point par le même chemin, mais aujourd'hui on aide également les restaurateurs à se digitaliser sur leur cahier de réservation. Nous, simplement, en général, je remplace le cahier de réservation papier du restaurant et l'aide à gérer ces différents flux de réservation. Donc aujourd'hui sont multiples et c'est une complexité qui est de plus en plus grande, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Voilà. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel a été votre déclic personnel pour créer une start-up culinaire? C'est un milieu, le milieu de la gastronomie et de la cuisine qui est assez conservateur, les innovations mettent du temps à s'installer. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de vous lancer là-dedans? Est-ce que vous avez tous un parcours de cuisine, un CAP pâtissier, CAP cuisine comme Cyril Lignac, ou est-ce que c'est autre chose? Un intérêt pour la cuisine. Stéphane Rie, on connaît à peu près maintenant, mais alors on va commencer peut-être. Allez-y. Alors moi, Par Antoine. Je suis parti de zéro. C'est-à-dire que. Donc vous aimiez bien manger à l'époque? Même pas. Même pas? Ah bon. J'aime bien manger, mais pas plus qu'un autre. Non, moi je viens du milieu de l'aéronautique et du spatial, hein, donc ça n'a rien à voir. Et il y a une quinzaine d'années, je suis parti d'un besoin complètement personnel de devoir aller au resto et vouloir réserver en plein milieu d'après-midi. Chose complètement impossible à l'époque, puisque laisser un message sur un répondeur, on sait comment ça se termine. C'est que la réservation n'est pas passée. Donc ça, c'était la vie il y a 15 ans. Hein, on l'a tous vécu. Et en fait, moi, mon point a été, je viens d'un milieu très digital, où évidemment, on n'envoie pas des avions et des satellites dans l'espace sans informatique depuis très longtemps. Et quand on arrive dans des milieux comme la restauration, on se dit, mais l'informatique a beaucoup de choses à apporter à la restauration. Donc à l'époque, en fait, à part des systèmes d'encaissement, il n'y avait rien d'autre. D'accord, donc ça c'était le déclic. C'est comme ça que le besoin est arrivé, on dit, mais on peut faire plein de choses. Et puis petit à petit, on a évolué. Enfin, on s'est très vite centré sur la réservation en ligne, comment on pouvait l'amener. On est aussi passé par un annuaire, comme
La Fourchette l'a fait avec succès. Et assez rapidement, on a vu l'effet pervers d'être un intermédiaire et on a fermé cette branche B2C il y a maintenant très longtemps pour se concentrer sur un axe complètement B2B. D'accord. Donc amener notre technologie, notre savoir-faire en direct chez le restaurateur. Donc ça fait maintenant pas mal d'années qu'on est sur ce Donc positionnement. pour vous différencier de La Fourchette, qui était là hier, Damien Rodière qui est intervenu, quelle est la différence entre La Fourchette et vous, qu'on comprenne exactement? C'est pas le même service, c'est pas le même niveau d'intervention. Non. Alors évidemment, il y a un overlap, puisque La Fourchette propose également un outil de gestion de réservation, mais principalement un outil de gestion de ces réservations. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un vertical complet qui va du client final jusqu'au restaurant dans la salle. Donc nous, notre métier va être de faire plutôt évoluer, ces acteurs-là évoluent évidemment. Et alors, on n'avait pas la capacité financière de pouvoir amener énormément de monde sur notre annuaire, et ça on le savait, et ça servait à rien de se battre sur ce sujet-là. Et notre positionnement a été de se dire, la technologie en direct, c'est déjà un gros flux de réservation. Comme l'a dit Xavier, les réservations en direct, c'est quelque chose de très important. Mais également, ces acteurs, ces distributeurs varient et vont évoluer dans le temps. Donc notre métier, c'est de savoir connecter à ces gens-là pour que le restaurateur puisse suivre cette évolution-là quand ces acteurs auront changé également, puisqu'on sait que ça change. Donc on reste dans le restaurant. Vous êtes Voilà. dans le restaurant pour aider le restaurateur à gérer ses réservations. Vous Voilà. êtes un outil de gestion. Voilà. Avec évidemment l'autre partie, on va dire, du métier, c'est la connexion à l'écosystème qui va autour. On parlait de kit à l'instant. Mais ça va être aussi les systèmes d'encaissement, ça va être des PMS. Mais ça, on va y revenir parce que voilà. la connexion au système d'encaissement, c'est un sujet en soi. Stéphane Ries, alors on connaît ta passion pour la gastronomie, parce que tu fais des vidéos embarquées en voiture avec des chefs, ça, notamment. C'est effectivement une partie sur un programme que j'ai lancé qui s'appelait Un bout de chemin ensemble, où le but était de permettre aux clients finaux en fait, de découvrir d'une manière différente en fait, l'univers des chefs. Donc tu as une passion pour la gastronomie qui est assez ancienne. Je suis aussi un ancien hôtelier-restaurateur. J'ai fait 10 ans dans le sud, dans un hôtel familial. Je suis issu des nouvelles techno. Et puis l'univers en fait, et surtout le fait d'avoir monté Kit, cette idée, elle est venue en fait à un moment. J'étais avec mon associé dans un restaurant. On a identifié en fait un critique gastronomique et on a demandé en fait au directeur de salle s'il savait qui était à table en fait. Donc l'idée vient par de là, et on s'est dit en fait que aujourd'hui, à l'heure où les réseaux sociaux, les avis sur TripAdvisor, tout ça en fait peuvent aujourd'hui détruire ou encenser en fait un établissement, on allait permettre justement au directeur de salle, au chef, de pouvoir anticiper en proposant une segmentation en fait des mangeurs, des clients qui viennent chez eux. Alors peut-être qu'on peut présenter quand même, parce que tu l'as amorcé Q8 ou Kit. Comment ça marche? Alors, votre promesse à vous, c'est avant que les clients rentrent dans votre restaurant, basé sur les réservations, tout à fait. On va les profiler sur les réseaux sociaux. Alors on ne va pas profiler sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui en fait il y a une réglementation par rapport à la la RGPD. C'était ma question suivante. Voilà. Donc on ne peut pas en fait tout remonter. D'accord. On ne va pas pouvoir remonter les allergies, on ne peut pas remonter en fait une blacklist. Ce que certains acteurs, il me semble que la Fourchette aujourd'hui va permettre de remonter. Pour les no-shows, la Fourchette va le faire, c'est-à-dire va permettre aux restaurateurs d'identifier les gens qui font des no-shows. Dans leur base, la Fourchette. Donc aujourd'hui, en fait, nous on remonte vraiment les habitudes de fréquentation en fait des clients finaux. C'est-à-dire que, par exemple, vous donnez une fiche au restaurateur. Non, il reçoit en fait 2 fois par jour un mail à 11h et à 19h avec derrière en fait une analyse du fichier, des clients qui viennent manger sur le jour même et à plus 7 jours. Et on les classe en fait dans des catégories. Ça va en fait de la catégorie exigence, excellence, écarté, et en fait on va en fait placer les résas en fait dans ces catégories. Ce que vous êtes capable d'identifier, c'est si un client, par exemple, va souvent déjeuner au Georges V ou s'il préfère. Alors on remontera le kebab pas du en coin. fait, on remontera pas le nom de l'établissement parce que ça il y a une confidentialité. Non, bien sûr, mais c'est une habitude de consommation. Voilà, c'est l'habitude de consommer exactement. Ouais. Et vous allez donner ça au chef qui, avant que la personne entre dans son restaurant, saura déjà quelle est l'habitude. Là, dernièrement, on a un client qui voulait tester en fait le service. On l'a mis à dispo. Et puis, il a eu en fait la première restitution de mail, 3 clients qui se sont retrouvés dans la catégorie exigence. L'un des clients était un client habitué en fait de l'établissement, donc ça pour lui c'était normal.
Et il avait 2 clients en fait, qui apparaissaient dans la catégorie exigence. Et là, il s'est dit, mais bon, je vais quand même faire un peu plus attention. À un moment donné, les clients se sont levés et ont été le voir en lui disant, vous savez, nous sommes habitués des grandes tables et nous avons passé un moment extraordinaire. Parce qu'il y avait une petite attention en plus, parce qu'on ne s'adresse pas à un client de la même manière. C'est juste en fait de l'anticipation. Et là, en fait, ça l'a convaincu. Ça permet de personnaliser complètement l'expérience du client. Ouais, ouais. Alors, Xavier, vous, c'est aussi la découverte de l'ingénierie spatiale appliquée à la gastronomie ou c'est autre chose? Parce que là, on a un ingénieur aéronautique avec nous. Alors nous, non, moi je viens du digital aussi. J'ai pas fait d'études dans la gastronomie, je viens pas de la cuisine, j'ai pas de CAP en cuisine. À la base, j'ai fait une école de commerce, j'ai appris à coder à l'âge de 15 ans, j'ai créé plusieurs projets entrepreneuriaux assez jeunes. Et l'amour de la restauration, il m'est venu au fil des rencontres, des discussions avec des restaurateurs, avec des chefs. Souvent, le terme start-up peut faire peur au secteur de la gastronomie, aux chefs. Et puis bon, au bout d'un certain nombre d'années, nous ça fait 9 ans, Gastonnet ça fait un peu plus longtemps, on n'est plus vraiment des start-up. Donc ils vous connaissent maintenant, il y a une forme de familiarité avec vous. Oui, et puis c'est un vrai challenge déjà de comprendre les besoins quand on ne travaille pas dans un restaurant. Oui. Souvent, une start-up peut être utilisatrice de son propre logiciel. Nous, c'est pas le cas. Donc, pour se mettre vraiment à la place de nos restaurateurs, chefs, utilisateurs, on doit faire encore plus d'efforts pour aller les comprendre. Et puis surtout, c'est des personnes qui sont des entrepreneurs comme nous, qui font un métier qui est très prenant, dans lequel il n'y a pas la place forcément pour l'utilisation de beaucoup de logiciels. En tout cas, ils ne peuvent pas en tester beaucoup, ils n'ont pas forcément le temps. Et donc, quand on crée une start-up dans cet univers, il faut avoir le souci d'avoir un impact très fort sur le quotidien, que ce soit pour apporter des clients, que ce soit pour faire gagner du temps. Souvent, nous, on a des retours de la part de nos clients qui nous disent vous nous faites gagner un homme dans l'équipe. Et on sait que c'est pas rien pour un restaurant. Pour un chef, bien sûr. Pour un chef. J'aimerais aborder un point technique avec vous. On a petit déjeuner avec un restaurateur qui me disait mais oui, c'est très bien toutes ces plateformes, mais moi je suis obligé par mon logiciel de caisse, qui est beaucoup moins évolué que ces plateformes-là, de terminer mes réservations 2 heures avant le service. Du coup, je perds certainement des clients et j'arrive pas à interfacer ma base. Je sais pas comment ça s'appelle, Vega ou c'est Vega. J'arrive pas à interfacer ce logiciel-là avec les nouvelles plateformes qui rendent des services intéressants, mais moi, je suis à un niveau préhistorique au niveau de mon équipement, donc comment vous adressez ce problème? C'est une excellente question et c'est un vrai enjeu en ce moment qui est adressé par des startups comme nous. C'est la connectivité entre les outils utilisés. Alors, il n'y en a pas des dizaines, mais en général, dans un restaurant, on va retrouver un POS, le logiciel de caisse. On va retrouver donc un logiciel pour gérer les réservations, des plateformes sur lesquelles on peut être réservable. Et donc tout ça doit communiquer et on est en train de le faire. Nous, on a plus d'une dizaine de connexions comme celle-ci, que ce soit avec des PMS pour les hôtels qui ont besoin de faire communiquer toute cette data entre les différents outils. Donc c'est récent. Vos startups travaillent sur cette connectivité. Bien sûr. Mais c'est difficile apparemment. Alors le problème aussi, en fait, c'est que, surtout les startups sont aujourd'hui beaucoup plus réactives et vont beaucoup plus vite en termes en fait de solutions et d'innovation. Et c'est vrai que des éditeurs comme Vega ont parfois prennent un peu plus de temps dans leurs décisions pour aller s'interfacer avec ces acteurs-là, quoi. Aujourd'hui, de toute façon, on a besoin, si on veut convaincre les restaurateurs d'utiliser 3-4 logiciels différents, il faut qu'on travaille ensemble, qu'on soit connectés. Et je pense que tout le monde a bien pris conscience du côté des fournisseurs de technologie de ce besoin-là. Et c'est en train d'être fait. On a plus d'une dizaine d'intégrations qui sont déjà live. Il y en a encore d'autres en train d'être réalisées en ce moment. Donc c'est un problème qui n'existera plus dans quelques mois. Donc c'est une promesse que vous faites au chef, donc quelques mois, votre base Vega. C'est déjà le cas. Alors Vega, Vega en l'occurrence, nous on n'est pas encore connecté avec Vega. Nous c'est le cas, ouais. Et effectivement, on cite Vega, mais il y en a d'autres des PMS. Le vrai sujet, c'est ça, c'est la donnée doit transiter. La donnée doit transiter d'un outil à l'autre pour simplifier les choses. Et on le sait, de toute façon, un restaurant, son métier, c'est pas de passer son temps derrière un écran. Et donc ça va être vraiment ça le sujet, c'est de lui simplifier toute cette complexité pour lui faire ressortir des informations, par exemple, qui vont être très utiles au moment du service ou à d'autres moments.
Mais ça nécessite effectivement beaucoup de travail et de collaboration entre startups. Et ce que disait Stéphane, c'est exactement ça, c'est qu'on va avoir, on va dire, les anciens acteurs et les nouveaux acteurs. Donc on ne va pas au même rythme, ou en tout cas on ne prend pas les décisions à la même... Il faut que vous rachetiez Vega, alors ouais. c'est ça l'idée. Ouais, peut-être, mais oui. C'est pas forcément le Anton, sujet est-ce que aujourd'hui. vous étiez un spécialiste de la food au départ ou juste un gastronome ou... Moi, j'ai toujours été un passionné par la food. J'avais créé il y a longtemps en fait une marque de compote bio que j'avais déployée à Londres, etc. Qui existe encore? On peut Qui- acheter qui- les compotes bio d'Anton Soulier? Malheureusement, non, c'est terminé. Vous faites juste pour votre famille maintenant là. Exactement, voilà. Maintenant, je me suis spécialisé, je le fais pour mes enfants, mais plus pour les vendre. Non, et c'est à ce moment-là en fait où j'ai rejoint Deliveroo en fait au tout début de l'aventure à Londres. Donc on était, Deliveroo pour ceux qui connaissent pas, c'est la plus grosse plateforme de livraison en Europe. Et en fait, j'ai rejoint le projet au tout début de l'aventure, donc on était moins de 10. J'ai passé 3 ans et demi en tout chez Deliveroo. Et je suis revenu à Paris pour lancer aussi Deliveroo à Paris, etc. Et j'ai eu la chance de travailler avec des centaines de restaurateurs, des indépendants, des chaînes. Et en fait, je me suis rendu compte, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas Deliveroo, la croissance était assez astronomique. Donc les clients commandaient parfois 3, 4, 5 fois par semaine. La logistique était de plus en plus impressionnante. Donc en fait, le temps de livraison des plats était de plus en plus réduit. Donc aujourd'hui, à Paris, c'est aux alentours de 20 minutes à partir du moment où vous passez une commande. Et sur la partie restaurant, en fait, je me suis dit qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'innovations qui avaient été faites. Et quand on regarde les restaurants, certains restaurants faisaient 80% de leur chiffre d'affaires en livraison. Donc je me suis dit, en fait, ça n'a aucun sens économique. Ces restaurants ont payé quand même des pas de porte, ils ont fait des investissements qui sont plusieurs centaines de milliers d'euros. Ils ont parfois des services en salle qui peuvent être un petit peu perturbés par les livraisons. Et je me suis dit, en fait, il y a une énorme opportunité pour créer des marques complètement pensées pour la livraison. Donc plutôt qu'essayer de faire les deux, on va dire... C'est là où on arrive au concept de Dark Kitchen. Exactement, c'est comme ça que j'ai eu, on va dire, l'idée de Taster. Et en fait, j'ai travaillé pendant que j'étais encore chez Deliveroo pendant 4 mois sur ce projet. J'ai rencontré des chefs qui ont décidé de m'accompagner dans l'aventure pour créer les premiers concepts. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de Taster. Voilà. Et vous avez levé récemment 9 millions d'euros pour développer le projet. Ouais. Voilà, exactement. Donc c'est une aventure qui prend de l'ampleur. Exactement. On va en parler tout à l'heure avec on va en parler tout à l'heure, mais voilà, en tout cas, c'est comme ça qu'est arrivée l'idée de. Alors de Taster. peut-être qu'on peut juste expliquer un tout petit peu plus comment fonctionne une Dark Kitchen. On a beaucoup de questions là-dessus. C'est quoi? C'est une cuisine dans un local fermé? Il y a pas de... Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de la Dark Kitchen. En fait, l'idée initiale des Dark Kitchen, donc moi j'ai eu la chance de participer à ce projet quand j'étais encore chez Deliveroo. Et Deliveroo a vraiment été le pionnier sur ce modèle de Dark Kitchen. Donc en fait, l'ambition initiale, c'était de créer, on va dire, des sortes de coworking de restaurants. Donc il faut imaginer une grande cuisine avec plusieurs sous-parties. Et en fait, l'idée était de faire venir des restaurants existants dans ces cuisines, notamment dans des zones où il n'y avait pas forcément beaucoup de concurrence. Donc je sais pas, il y avait notamment à Londres, dans le sud de Londres, dans le sud de Paris, des zones où il n'y avait pas beaucoup de restaurants ou de qualité. Et l'idée, c'est d'amener des marques que tout le monde connaît, que tout le monde aime, dans ces cuisines. Donc Akram, dans le sud de Londres, par Voilà, exemple. exactement. Donc ça, c'était vraiment l'idée initiale des Dark Kitchen. Et évidemment, le concept aujourd'hui a beaucoup évolué. Nous, on a un modèle, en ce qui nous concerne, qui est un modèle, on va dire, intégré. C'est-à-dire que nous, on développe les marques. Donc nous, on a des marques Taster et des sous-marques. On opère nous-mêmes les concepts, donc c'est-à-dire qu'on a des cuisiniers dans les cuisines, etc., qui font la cuisine. On a des problématiques de supply chain. Et on opère effectivement dans ces fameuses cuisines qui sont des cuisines, on va dire, il faut imaginer un petit peu un coworking de cuisine. Donc on a deux modèles, soit c'est des cuisines assez importantes avec beaucoup de cuisines, soit c'est des cuisines plus restreintes. Donc par exemple à Paris, on a des cuisines qui font à peu près 100 mètres carrés, des anciens restaurants qu'on a reconfigurés complètement d'une cuisine, mais c'est un peu, on pourrait s'imaginer, un atelier de pâtisserie, un traiteur ou des choses comme ça, pour visualiser un petit peu l'espace. Donc, voilà. Et en fait, on fait, évidemment, il n'y a pas de place assise, on fait que de la livraison. Que de la livraison. Voilà. Alors on va parler un petit peu de choses qui fâchent, c'est-à-dire d'argent. Quel est votre modèle économique? Comment est-ce que vous vous rémunérez? Ça, c'est une question que les chefs se posent. Et combien ça coûte, en gros, si je me place du point de vue d'un chef? On commence. Oui, alors Antoine. nous, c'est assez simple. Justement, ça a fait partie de
notre Je sais que c'est pivot- pas facile de parler d'argent. On a une table consacrée à l'argent tout à l'heure, Il n'y a mais pas grand-chose de secret les chefs, sur eux, ce ils comptent, sujet. hein, donc à la fin de la Non, non, journée. non. Alors nous, justement, à l'époque où on a décidé de ne plus être un annuaire, de ne plus être un distributeur, on a arrêté le coût au couvert, qui aujourd'hui est une grande partie du modèle économique de ces distributeurs. Qu'aujourd'hui, on est tout simplement sur un abonnement fixe qui varie, on va dire, qui va de 30 à 90 euros par mois. Donc panier moyen 70 à peu près, d'une manière générale pour nos restaurants. Avec une assistance en cas Voilà, de... alors bien sûr, ça, c'est ce qu'on appelle les modes SaaS. Hein, donc on fait à la fois le software et le service. Donc on va accompagner le restaurant sur son utilisation du logiciel, les mises à jour sont incluses, etc. Donc il y a des mises à jour plusieurs fois par mois qui permettent soit de corriger des bugs évidemment, mais aussi de rajouter des évolutions. Et on a toujours une assistance toute la semaine et le week-end pour accompagner le resto dans son utilisation. Donc ça fait partie du service. Stéphane. Pareil, nous on est en fait sur un système d'abonnement, donc on a deux formules, une formule en fait mensuelle à 89 euros par mois et une formule annuelle à 999. D'accord. Voilà. Ok. Je vais pas être très original. On fait du logiciel par abonnement, donc c'est est pris aux alentours de 80-90 euros par mois en moyenne pour avoir accès à l'intégralité des fonctionnalités de ZenChef. Alors, Antoine, quel est le modèle économique d'une Dark Kitchen? Alors nous, on a un Rapidement. modèle économique. Généralement, dans la restauration, ce qu'on dit, c'est que c'est un tiers qui part pour, on va dire, pour la food, un tiers pour le staff et un tiers pour le loyer. Il reste à peu près 10% de marge opérationnelle. Nous, on a un modèle qui est un petit peu différent. On a toujours les 30% de matières premières, parce que bon, on achète, c'est les mêmes matières premières, etc. En revanche, en plus de ce que pourrait payer un restaurateur, en tout cas qui ne serait pas en livraison, on a forcément un pourcentage qui est lié aux frais logistiques, donc qui varie entre 20 et 30%. En revanche, là où nous on fait des économies, c'est par définition sur le loyer, parce qu'on a des loyers qui sont parce qu'on n'est pas sur des emplacements, on va dire, numéro 1, on est plutôt sur un emplacement numéro 2, donc on paye des loyers qui sont bien moins chers que ceux d'un restaurant qui va avoir besoin d'avoir un emplacement premium, et aussi sur les frais de personnel. Parce que par définition, on n'a pas de, Vous n'avez pas de serveur. serveur, et on essaye vraiment de se concentrer, nous, sur les pics de commandes. Donc nous, on fait aujourd'hui 80% de notre chiffre d'affaires le soir, qui est à peu près le ratio de ce que font Le midi, ça marche moins bien, les livraisons. Alors, le midi, on commence à faire des tests sur le midi et on va développer dans les prochains mois une offre complètement pensée pour le midi. Mais aujourd'hui, disons qu'on a déjà beaucoup de travail le soir. Ouais. Et c'est vraiment pour l'instant principalement notre modèle économique. Donc nous, sur 10 euros, on va générer 1,50 €, 2 euros de marge. D'accord. Ouais, félicitations. Alors, est-ce que c'est facile d'innover dans le secteur culinaire? Est-ce que le dialogue avec les chefs est facile? Comment on aborde un chef à qui on veut vendre sa solution, que ce soit Guest Online, ZenChef, Q8? Alors, voilà, pour Kit, je vais commencer parce que on est confronté à peu près au même problème et surtout moi, chez Kit, on peut en fait fonctionner qu'à partir du moment en fait où le restaurateur a un système de réservation. Après, il peut le traiter manuellement, mais à partir du moment où il a un fichier Excel, voire un cahier de réservation papier, c'est assez compliqué. Donc la petite anecdote, c'est quand on s'adresse à des restaurateurs, donc parfois dans certaines régions, on leur demande en fait s'ils ont un système de réservation. Ils nous disent non, nous en fait on crée du lien en fait avec nos clients, ils nous appellent. En fait, en même temps, ils n'ont pas le choix que de les appeler pour avoir de la pour pouvoir effectuer une réservation. Donc du coup, Antoine, je pense, et Xavier, vous êtes confrontés en fait au même problème. C'est essayer en fait de faire comprendre aux restaurateurs que la connaissance client est importante. Et quand en tout cas, on réussit en fait et je pense qu'ils réussissent à faire signer en fait un système de résa. Moi, généralement, je leur pose la question un mois après. Alors, est-ce que ça vous a changé la vie? Et le premier truc qu'ils nous disent, c'est les clients réservent la nuit. En fait, les clients réservent Quand ils ont envie de quand réserver. ils ont envie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense que on est des premiers acteurs à vendre uniquement de la technologie à un resto. Tous les acteurs avant de réservation, en fait, ce qu'ils vendaient, c'était des nouveaux clients, c'est de l'apport d'affaires. Du référencement. De l'apport d'affaires. Donc de la même chose que ce que faisaient les pages jaunes avant, ce que faisaient les flyers encore avant, et ainsi de suite.
Donc l'apport d'affaires, de toute façon, c'est quelque chose qui a toujours été compris par le restaurateur. Je t'amène des clients, n'importe quelle entreprise digne de ce nom écoute quelqu'un qui va lui dire « je vais t'amener des clients ». C'est assez classique. La promesse de Xavier, de moi et d'autres acteurs comme ça n'est pas forcément la même. On n'est pas en train de dire « tu vas gagner des clients ». Alors c'est un effet secondaire, mais le premier, c'est que tu vas gagner du temps, tu vas optimiser ta façon de travailler. Et puis tu vas tout simplement évoluer dans ta façon de travailler, puisque le marketing au sens large, c'était pas un sujet pour les restaurateurs il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, ça fait partie intégrante de son métier. Il faut avoir une base de clients qu'on connaît et qu'on peut mobiliser par courrier électronique, par SMS éventuellement. La grosse problématique, voilà, le restaurant, pendant des siècles même, presque, ça a été un artisan. Donc c'est comme un menuisier, ce sont des artisans à la base, des artistes même peut-être, mais des artisans. Et là, on leur demande de devenir des entrepreneurs, des dirigeants de PME. Donc n'importe quelle entreprise digne de ce nom a évidemment de la gestion, mais également de la réflexion marketing, etc. Et c'est pour ça, hier on parlait des concepts. Ce qui fait que les concepts marchent, c'est que c'est des start-upers en fait. C'est des gars, ils font un BP, ils font un business plan. Et à partir de là, ça change tout. J'ai une stratégie, alors bonne ou pas bonne, peu importe. Après, on fait tous la même chose. Hein. On essaye de naviguer dans le marché, mais on a une stratégie. On n'est pas juste excellent cuisinier et puis on a une stratégie d'entreprise et de développement. On a un business plan. Et donc ça a été la grande difficulté. En tout cas moi, quand j'ai commencé au démarrage. J'ai eu l'impression d'être un véritable ovni quand je venais chez les restaurants pour leur parler de réservation en ligne il y a 15 ans. Vous imaginez, les gars, c'est juste impossible pour lui d'imaginer ça, parce que pour lui, il cuisine bien, il est bien placé, il fait beau. Voilà. Et ça remplit. C'est plus ça. Hein. En 2019, ça fonctionne plus du tout comme ça. Et la transition est vraiment compliquée et lente. Mais là, elle s'accélère très très nettement depuis quelques temps. Ça me donne l'occasion de demander à Stéphane Ries de nous expliquer quelque chose qui est très important, qui est le fonctionnement de Google avec les restaurateurs. Tu voulais le faire hier, tu as été assez frustré. Alors, est-ce que tu peux nous dire... J'étais frustré, mais en fait, voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe vraiment ? Quel est le problème des restaurateurs? C'est ce que j'ai remarqué en fait, accès. dans l'utilisation en fait, qu'on en a en fait, et qu'on en a tous, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous effectuez une recherche sur un restaurant, vous ne connaissez pas forcément le restaurant. Vous allez taper dans Google restaurant, il va vous géolocaliser. Automatiquement, en fait, les fiches Google vont ressortir. Et une fiche Google aujourd'hui, si elle est bien entretenue, c'est un site internet. Vous avez le module de réservation. Alors, ZenChef, Guest Online, La Fourchette. Vous avez les menus qui remontent. Vous avez les photos, les avis de consommateurs. Vous avez les actualités. Vous pouvez directement appeler, demander en fait à Google de vous mettre en relation avec le GPS, et le restaurateur, s'il entretient bien en fait cette fiche, en gros, le client n'a plus besoin d'aller sur le site. Ce que tu disais, c'est le déclin des sites internet de restaurants à terme. Aujourd'hui, à mon sens, oui. Et surtout, on parlait hier, il y avait le sujet aussi des influenceurs. Moi, j'ai juste mis en fait des photos en déposant des avis sur des restaurants. Sur Google. Sur Google, un an après. J'ai regardé en fait les stats, parce qu'en fait Google remonte les stats, c'est 2,5 millions de photos qui ont été vues par des vrais clients, pas par des influenceurs. Pourquoi ? Parce que le client, en fait, lorsqu'il recherche une info, il fait défiler les photos en fait sur la fiche Google Business, et automatiquement ça compte comme des vues. Ce que tu dis, c'est que le restaurateur devrait prendre soin de sa fiche Google, notamment pour le module de réservation. Et pour tout, en fait, pour toutes les informations. Mais on a la main dessus, parce que beaucoup de restaurateurs ont le sentiment de ne pas avoir la main dessus. Non. Le restaurateur a la main aujourd'hui en fait sur sa fiche, et il a sur toutes les statistiques derrière, à savoir combien de personnes en fait ont appuyé sur le bouton téléphoner pour joindre directement le restaurant, combien de personnes en fait ont réservé. Il a toutes les informations. Si je peux rebondir là-dessus, l'enjeu de demain, c'est la data, et donc tout le challenge qu'on a, c'est qu'à la fois on est face parfois à des restaurateurs qui travaillent depuis de nombreuses années comme des artisans avec du papier, des stylos et un téléphone, et ça fonctionnait très très bien, et qui ne voient pas forcément l'enjeu et le fait que d'ici quelques années, si ils ne font pas l'effort de mettre en place ces outils, de ne pas avoir cette data sur leurs clients va se retourner contre eux, comme ça a pu être le cas pour les hoteliers aujourd'hui. Je pense qu'il y a vraiment des parallèles à regarder. Quel est le parallèle entre les hoteliers et les restaurateurs de ce point de vue ? Aujourd'hui, la distribution d'un hôtel, elle se fait à 95% en ligne sur les plateformes de réservation.
Et aujourd'hui, ces mêmes plateformes ne partagent plus les données clients avec les hôteliers. Ça veut dire que quand vous réservez dans un hôtel via booking.com, si l'hôtel vous demande votre mail au moment du check-out, c'est parce qu'en fait, Booking ne lui a pas donné au moment de la réservation. Pourtant, on a réservé en ligne. Ouais. Eh bien, c'est ce qu'on peut imaginer qui va se passer avec les plateformes de réservation de restaurants. Et donc, il faut à la fois les utiliser, bien sûr, parce que c'est formidable pour apporter les clients, mais il faut à la fois faire des efforts pour maximiser le canal direct et se constituer son propre fichier client, connecter les différents outils pour pouvoir utiliser un CRM. Parce que vous dites aux restaurateurs, soyez plus intelligents que les hôteliers, gardez votre base client pour vous. Bien sûr, parce que les changements, ils se font sur une période longue. Donc Google, aujourd'hui, est un super apport de business, mais on ne sait pas quelle sera la stratégie de Google demain en ce qui concerne la data. Donc il faut être très vigilant par rapport à ça et ne pas attendre qu'il soit trop tard pour pouvoir réagir. Donc le vrai enjeu, c'est vraiment cette data. Et la première étape, c'est de remplacer le cahier de réservation papier pour pouvoir, déjà pour son propre flux de clients qui connaissent le restaurant, qui en entendent parler via les guides, via la presse ou qui sont déjà venus, au moins ceux-là qui viennent en direct. C'est vraiment ça le premier enjeu. Enfin, c'est vraiment la connaissance client. Le Cardex permet aujourd'hui, à partir du moment... Alors, qu'est-ce que c'est le Cardex? On a discuté de ça ce matin en préparant ce débat. C'est quoi le Cardex? C'est en fait le fichier client, quoi. Donc aujourd'hui, lorsqu'un client en fait effectue une réservation, alors on parlait de RGPD tout à l'heure, mais normalement le restaurateur, à partir du moment en fait où il a en fait son client au téléphone, il est censé en fait prévenir son client qu'il va stocker en fait ces données dans un logiciel. Aujourd'hui, aucun restaurateur et aucun établissement ne le fait. D'accord. Ensuite, lorsque le client a vécu l'expérience et donc a réglé sa note, normalement, donc il y a tous les systèmes de caisse. Donc logiquement, sur la fiche, on relie en fait automatiquement l'addition. D'accord. Certains vont lier en fait le menu. Il y a des restaurateurs 3 étoiles aujourd'hui qui stockent tous les menus et qui ont un historique en fait sur les clients. C'est-à-dire que, par exemple, Mauro Calo Greco, lui considère qu'à partir du moment où je suis venu manger en fait chez lui, je ne dois jamais remanger le même plat. Et il fait ça en fait avec tous les clients. C'est-à-dire que si on revient un an après, il sait quel plat vous aviez mangé. Exactement, un an avant, et il vous ne resservira resservira pas. le même. Ouais. Ça, c'est compatible RGPD? Difficile à dire. À partir du moment en fait où cette donnée est juste en fait sur un client et en fait n'est pas exploitée, logiquement. Logiquement, c'est compatible. Pour aller même encore plus loin dans la personnalisation, il y a quelque chose qu'on a lancé il y a peu de temps qui permet à un restaurant de quartier de proposer la personnalisation de l'accueil d'un hôtel 5 étoiles. C'est une fonctionnalité qu'on appelle Zen Call. Ça permet de détecter tout simplement la personne qui appelle le restaurant. Et si elle fait déjà partie du fichier client, on va afficher sur l'écran du restaurant immédiatement le nombre de fois où la personne est venue, si elle a laissé un avis, ce qu'elle avait pris la dernière fois, ce qu'elle avait commandé, ses préférences. Et donc ça permet déjà très simplement de reconnaître le client qui appelle et de l'appeler par son nom. Et ça, c'est quelque chose qui crée vraiment beaucoup de liens et qui crée de la valeur dans la relation client. Et puis ensuite, de pouvoir faciliter la gestion du téléphone. Donc il y a encore des innovations à apporter qui sont simples pour pouvoir toujours personnaliser l'accueil du client et non, comme on peut l'imaginer parfois avec la technologie, la déshumaniser. Là, c'est vraiment l'inverse avec ce type de technologie. Ce dont on discutait dans la préparation du débat, c'est qu'en fait, le métier de la salle va changer. On en a déjà parlé hier, mais il va être de plus en plus personnalisé en fonction de la connaissance qu'on a du client avant même qu'il rentre dans le restaurant. Et même après aussi, parce que le client, une fois qu'il a fini son expérience, en gros, il faut continuer à entretenir cette relation. Il faut garder le lien avec lui. Antoine Soulier, alors, est-ce que vous travaillez avec des chefs dans les dark kitchens? Alors oui, on a fait un partenariat avec un chef coréen pour notre concept de poulet frit coréen, donc à 2 étoiles Michelin. Donc ils acceptent de venir dans les dark kitchens En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un challenge qui est complètement différent de ce qu'ils font habituellement. Donc c'est-à-dire qu'en gros, ils ne nous voient pas évidemment comme des concurrents. Je pense que de toute façon, c'est même pas un sujet. C'est-à-dire que quelqu'un qui va aller dans un restaurant, même dans un restaurant étoilé, va pas forcément décider de commander en ligne. Donc en fait, ils voient ça comme potentiellement une activité supplémentaire. Et en fait, c'est un challenge pour eux, je pense, qui est intéressant parce que eux ont du coup une approche forcément très, on va dire, célébrationnelle, etc., très autour de l'expérience. Et là, en fait, ça va être vraiment autour du produit et de sa capacité à voyager correctement en livraison.
Donc forcément, ça donne lieu à pas mal de développement, pas mal d'allers-retours, etc. Mais effectivement, on est de plus en plus approché par des chefs. Nous aussi, on est bien évidemment hyper excités à l'idée de potentiellement travailler faire avec des chefs. Alors les chefs, évidemment, ils viennent plutôt sur un aspect de consulting, ils viennent pour nous aider sur une carte spécifique. Ils ne restent pas évidemment ad vitam aeternam dans les kitchens, mais en tout cas, on essaye aussi de redynamiser l'offre, etc. avec ces chefs. Avec des chefs, ouais. Avec des chefs, là on va faire un partenariat avec Tim Anderson qui a gagné MasterChef UK il y a quelques années, qui est très autour de la cuisine japonaise, street food, etc. Donc voilà, on est vraiment... on essaie de créer aussi ce réseau de chefs qui ont plaisir au contraire. Et qui travaillent avec vous régulièrement. Exactement, ouais, tout à fait. Et la dernière question que j'avais envie de poser à tous avant de prendre les questions de la salle, c'est quelles sont les tendances que vous observez dans le milieu culinaire aujourd'hui? Parce que vous êtes tous en train d'observer, vous avez beaucoup de data aussi, chacun d'entre vous, hein, des data clients qui sont extraordinaires, uniques même, chacun dans votre registre. Quelles sont les grandes tendances que vous observez, peut-être du côté des clients, des comportements des clients, et que vous pouvez communiquer aux restaurateurs aujourd'hui? Quelles sont les choses que vous observez? Alors peut-être commencer par vous, Xavier. Ah oui, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les clients veulent vivre une expérience qui est inclusive, qui est immersive. Ça veut dire qu'à partir du moment où on rentre en contact avec le restaurant, que ce soit au moment de la réservation, quand on passe la porte, on veut être dans un univers, on veut être complètement... Oui, alors on en a parlé avec un chef ce matin, il m'a dit, mais moi j'ai l'impression que je vais devoir être à 150% tout le temps, dès qu'il rentre, même avant d'entrer dans mon restaurant. Il faut se poser peut-être plus la question. Après, une expérience, ça peut être une expérience, j'entendais hier lors d'une conférence, qui est simple, qui est authentique. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher de la complexité. C'est juste qu'il faut être à fond justement dans son concept, dans l'expérience qu'on propose à ses clients, et surtout penser l'expérience à 360 degrés en intégrant bien sûr la cuisine, la manière dont on parle avec ses clients. L'expérience commence dès la réservation. Et elle commence évidemment dès la réservation. Et nous, ce qu'on prône, c'est que pour que cette expérience-là elle puisse refléter au mieux l'image du restaurant, c'est que tout le processus de réservation reflète ce qu'on veut en renvoyer comme image aux clients. Et donc si on s'adresse à des clients parce qu'on est dans un restaurant 3 étoiles d'une certaine manière, c'est pas forcément la même chose que dans un bistrot de quartier. Et la difficulté qu'il peut y avoir avec les plateformes de réservation, c'est qu'on a tendance à standardiser tous ces messages, alors qu'avec une plateforme comme la nôtre, on va inciter les restaurateurs justement à personnaliser le ton et les messages pour que dès la réservation, on soit dans l'expérience client. Stéphane, je vois être d'accord. Opinion du chef? Oui, enfin aujourd'hui en fait, je pense que le combat c'est vraiment en fait la connaissance client, et on voit aujourd'hui que les directeurs de salle cherchent vraiment en fait à mieux anticiper en fait l'avenue de leurs clients. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec toute l'exposition médiatique en fait autour des tables, le client, lorsqu'il vient manger dans un restaurant, même lorsque le client n'a pas encore, le restaurant n'a pas encore ouvert, le client est déjà au courant en fait de ce qu'il va manger. Et donc les attentes peuvent être vraiment très très hautes. Donc il faut répondre à ça. Il faut répondre à ça. Et plus tu identifies en fait un client en amont, plus l'expérience risque d'être personnalisée et individualisée, si et pertinente. Ouais. Oui, ça revient au même. Moi, je compare de plus en plus le resto à un spectacle. Un show. Oui, en fait, aujourd'hui, alors, il y a eu tout le phénomène là de tous les shows télé autour de la cuisine qui ont énormément modifié la façon de consommer. La perception des consommateurs. Le chef est une star aujourd'hui, réelle, une vraie rockstar, hein, clairement. Quand on est passé à la télé, c'est plus la même chose. Et ça l'emmène vers une autre façon de proposer sa gastronomie. On n'est plus là pour alimenter les clients. On est là pour leur proposer un spectacle de bout en bout. Alors ça va très loin parce qu'à Dubaï, vous avez le chef, le célèbre chef qui a ce geste de saler. Comment il s'appelle? Je ne sais pas si quelqu'un a le nom ici. Salt Bay. C'est ça. On m'a décrit le spectacle effectivement, il va de table en table pour couper la viande, etc. Et il y a la masse des clients qui le suivent pour assister à ces démonstrations. Ça, c'est le phénomène des réseaux sociaux, ça. Oui. Mais ils se lèvent de leur table à eux pour venir regarder ce qu'il fait aux autres tables. Donc c'est un show permanent. Et il va servir effectivement la viande quasiment dans la bouche des clients qui sont extatiques. Et c'est un spectacle extraordinaire. D'ailleurs, pour pousser le... Je ne vois pas beaucoup de chefs qui accepteraient d'aller aussi loin dans la mise en scène, cela dit. Mais... Je crois que ce chef fait des tournées. Il n'est pas que... Enfin, en tout cas, il a des restaurants dans le monde. Et je pense que ce que tu dis, Antoine, sur le fait que les chefs soient aujourd'hui des rockstars, il y en a certains qui vont peut-être demain être en tournée les 3/4 de l'année pour faire connaître leur restaurant. Ce sera peut-être plus forcément des chefs qui seront associés à un lieu fixe,
Mais peut-être- Les pop-up sont de plus en plus. Mais René Redzepi Les a pop-up été l'un des restaurants. premiers à le faire. Les pop-up restaurants sont des restaurants éphémères, ça c'est une autre tendance qu'on aurait pu adresser aujourd'hui. Alors, Anton, des tendances. Moi j'ai vu, alors je suis pas effectivement comme mes confrères un expert sur vraiment la partie client. Moi ce que j'ai vu qui est je pense hyper intéressant, c'est sur la partie supply chain et achat. Et je pense qu'il peut potentiellement intéresser les chefs. Il y a pas mal d'acteurs aujourd'hui qui se positionnent sur ce créneau-là et notamment qui facilitent vraiment la partie achat. Enfin, quand on en discutait plus tôt, c'est vrai que certains restaurateurs sont encore très traditionnels dans leur manière d'acheter, de commander, de réceptionner, etc. Et en fait, pour revenir au titre un petit peu du débat sur gadget ou utilité, je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont très utiles, et notamment c'est toutes ces apps qui peuvent vraiment vous aider à faire gagner du temps sur la supply chain. Nous, chez Taster, on a développé énormément d'outils technologiques pour nous aider sur la supply chain. Donc nous, effectivement, on n'a plus de chefs qui passent les commandes, etc. Mais ça a été un vrai sujet. Et j'ai vu passer, moi, deux apps qui s'appellent Reiki et Choco. Et j'ai pas mal de... Reiki et Choco. Voilà, et d'accord. j'ai pas mal de collègues restaurateurs, etc., qui m'ont dit que ça avait changé leur vie. C'est une sorte de WhatsApp, en fait, où vous pouvez passer des commandes. Donc tous les fournisseurs de Rungis, etc., sont intégrés directement à ces plateformes, et je crois que ça a vraiment changé leur vie, parce que du coup vous pouvez valider la réception des commandes, vous pouvez suivre, vous pouvez valider, vous pouvez vérifier les prix des autres fournisseurs, etc. Donc c'est Reiki, comment on écrit Reiki alors RE2KI. RE2KI et Choco. Et c'est comme CHOCO par exemple. Donc ça, D'accord. c'est- Alors, moi je le note déjà pour moi. Ouais, et c'est gratuit. Bon voilà, je pense qu'il y a vraiment, encore une fois, il y a vraiment des innovations qui sont hyper intéressantes, et je rejoins mes confrères. Je pense qu'il y a vraiment des choses à regarder pour effectivement être capable dans un milieu hyper compétitif De faire la de différence. faire la différence. Juste une dernière chose, Oui. ce qu'il faut voir, c'est que c'est en train de s'accélérer, ça. C'est-à-dire que on aurait fait cette conférence il y a 2 ans, on n'aurait pas raconté déjà les mêmes choses qu'on raconte aujourd'hui, et l'année prochaine, ce sera encore une autre histoire. C'est-à-dire que là, les gros s'intéressent au sujet. On a parlé de Google, le GAFA est sur le coup. Donc ça veut dire que les choses vont aller beaucoup plus vite à partir de maintenant. C'est que l'année prochaine, vous serez une sous-division de Google, c'est ce que vous êtes en train de nous annoncer. Ouais, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, En ayant c'est acheté qu'eux font Vega au changer passage. les choses. Eux, j'allais dire, ont le pouvoir de faire changer les choses, et ont surtout le pouvoir d'attirer l'attention des restaurateurs. Aujourd'hui, quand Google s'intéresse à un sujet, ou Facebook ou un autre, forcément, les gens regardent. Et à partir de là, ça fait changer les mentalités de manière globale. En bien ou en mal, là n'est pas le sujet, mais en tout cas, ça fait bouger les choses. Donc quand ces acteurs-là commencent à se poser la question de ce marché-là, il faut tout de suite s'interroger sur où vont les choses, parce qu'une fois qu'elles vont être enclenchées, elles vont aller Ça va très être vite. trop tard. Nous, on l'a très clairement vécu sur notre marché avec Xavier. Depuis que Google est rentré dans la danse, cette année a été radicalement différente des années différentes. Pourquoi elle a été différente? Alors juste rapidement Parce que les volumes de réservation en ligne ont explosé. Chez nous, c'est déjà 20% des réservations en ligne. D'accord, mais qui c'est passent bien, par- c'est bien pour vous quelque part. C'est bien pour les restaurateurs que c'est un canal supplémentaire. C'est bien qu'ils puissent diversifier les canaux de réservation. Ça va permettre aussi à des personnes qui réservaient peut-être pas en ligne avant, maintenant qu'il y a Google Reserve qui existe, il y a peut-être des gens qui avant passaient que par le téléphone et qui passent en ligne. Donc au final, il faudra se poser la question sur le temps long de si ça a été positif ou non pour le secteur de la gastronomie. Mais pour l'instant, ça semble être plutôt positif. Ce que tu disais, Stéphane, quand on préparait le débat, c'est qu'aujourd'hui, les réservations, il ne faut pas l'oublier, passent par le téléphone portable majoritairement. Donc ne pensez pas que les gens réservent dans vos restaurants aujourd'hui autrement, ou en tout cas majoritairement par autre chose que le téléphone portable. C'est le téléphone portable avec lequel on réserve aujourd'hui. Ah oui, tout à fait, oui. Après, moi, juste pour une petite anecdote, c'est que pour l'instant, nous, chez Kit, on est tout seul en fait à avoir eu cette idée. On est encore, on est seul sur notre segment. Alors j'espère qu'on aura d'autres. Il faudra Voilà, venir vous mais voir. l'idée en fait, voilà, c'est que de plus en plus de restaurateurs nous rejoignent et comprennent en fait que la personnalisation, que la connaissance client en fait, les aide à mieux recevoir leurs hôtes. Donc connaissez vos clients et ayez les contacts de vos clients. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos start-upers? Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer? Oui, il y a une question au fond. Bonjour, donc c'est une question pour Monsieur Stéphane Ries.
Alors j'entends bien la pertinence du logiciel que vous mettez en place, mais est-ce que inconsciemment un chef propriétaire ou un chef cuisinier risque pas de segmenter sa clientèle en portant plus d'attention à un tel parce qu'il est classé en haut et un peu moins d'attention à une personne qui va peut-être économiser pendant un an pour s'offrir une expérience dans un restaurant 2 étoiles ou 3 étoiles? Alors quand ce chef en fait aujourd'hui connaît a des amis ou connaît en fait des personnes qui viennent en fait dans le restaurant parce qu'ils ont été recommandés, à votre avis comment est-ce qu'il les traite? Je dirais bien. De la même manière. On automatise juste en fait cela et on lui permet d'aller vraiment plus loin. Justement, c'est plus ses amis ou ses, on va dire, des personnes qui ont réservé via l'intermédiaire en fait du directeur de salle. Là, on essaye de mettre tout le monde au même niveau. Oui, effectivement, on ne fera pas de différence parce qu'un client qui vient en fait régulièrement dans les 2 et 3 étoiles, il a d'autres attentes. On ne va pas lui expliquer, par exemple, ce qu'est un œuf parfait. On va aller vraiment plus loin en fait dans l'expérience. Donc le but, c'est vraiment de les accompagner. Merci. Alors j'ai une question par Facebook qui est arrivée, une question de Stéphane Méjanès par Facebook. Donc, Stéphane Ries reproche souvent aux critiques gastronomiques de ne pas vivre une vraie expérience client parce qu'il serait mieux traité que les autres par les restaurateurs. Est-ce que c'est pas ce que Q8 cherche à faire? Tu veux transformer chaque client en critique gastronomique? Même question que monsieur. Non, encore une fois, le but, c'est d'identifier. Donc, il se trouve que Stéphane n'a pas besoin de passer en fait par les systèmes de réservation, mais tout le monde, en fait, tous les clients ne sont pas Stéphane Méjanès et ne sont pas reconnus, ne sont pas traités comme lui. Donc non, le but, c'est pas de faire en sorte que tous les clients soient en fait aient la même vision et le même accueil que Stéphane, mais c'est vraiment de personnaliser au mieux. Et encore une fois, un client, quand il vient manger en fait, et qu'il a l'habitude d'aller dans une table, ou même la première fois en fait, qu'il vient, quand c'est un client qui est, on va dire, sur une occasion, bien évidemment, en fait, il sera au contraire traité limite peut-être mieux, parce qu'il faudra lui donner envie de revenir, et que c'est effectivement un moment unique pour lui. Ouais. En fait, c'est un non-dit dans les restaurants, mais vous êtes plus cash, en fait, vous dites les choses. Oui, enfin, on essaye vraiment d'apporter en fait une solution. Et aujourd'hui, le secteur en fait est tellement en souffrance justement à cause des avis clients. Le but, c'est de faire en sorte que les avis clients soient les mieux. En fait, c'est en amont des avis clients, bien traiter les clients, je pense individualiser le traitement. Vous savez, je pense que c'est aussi typiquement français. Un Français en fait, lorsqu'il paye une note et qu'il est satisfait, il y a peu de chances en fait qu'il aille s'exprimer sur TripAdvisor. En revanche, lorsqu'il a payé une grosse note et qu'il est mécontent, là, il va aller s'épancher directement. Alors, autre question via Facebook. Quel est le principal danger pour un restaurateur vis-à-vis des nouvelles technologies, selon vous? Je ne sais pas qui veut se lancer. Est-ce qu'il y a des dangers déjà dans les nouvelles technologies pour les restaurateurs? Le principal danger, c'est de ne pas s'y mettre. Le principal danger, c'est de ne pas y aller. C'est surtout de rentrer dans sa cuisine, se mettre au chaud, quoi. C'est ça le sujet. C'est comme si on se posait la question sur nos téléphones portables, quoi. C'est à un moment donné, il faut quand même regarder. Alors après, on fait le tri, mais le premier danger, c'est de refuser ça. On peut pas aller contre ça. Le consommateur, à la fin, c'est lui qui décide, et il est déjà numérisé. Le consommateur est déjà hyper numérisé. Donc quel que soit l'âge ou la catégorie sociale. Et oui, bien sûr. Et donc le sujet n'est pas de se dire comment je dois... Enfin, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Voilà. Il faut y aller. Et après, oui, on fait des erreurs, on se plante, on fait des mauvais choix, etc. Mais c'est pas grave. On a mis le pied dedans. Et après, voilà, on adapte en fonction de son besoin. Donc chaque restaurateur va adapter la technologie à son propre besoin. Et c'est pas parce qu'ils ont tous ces outils en fait qu'ils les utilisent correctement aussi. C'est-à-dire si on leur parle de CRM. Alors, CRM, c'est Consumer Rich Management, c'est la gestion de sa base client. Tout à fait, la segmentation, le fait de dire, tiens, ça c'est des gros buveurs, ça c'est des entreprises, le fait de qualifier un fichier client et de pouvoir ensuite envoyer ou des campagnes SMS ou des campagnes d'emailing, les restaurateurs, alors qu'ils ont en fait tous les outils pour pouvoir le faire aujourd'hui, on constate que même les grandes maisons ne savent pas forcément le faire, c'est très surprenant. Le problème, c'est que c'est de nouveaux métiers. Alors c'est vrai que certains en fait ont
se sont arrêtés où on fait en fait un BP, on fait un CAP, on leur demande d'être Instagrammeur, on leur demande d'être chef d'entreprise, on leur demande d'être coach, on leur demande d'être nounou, Expert en marketing, nounou, et de en faire fait, le show et de distribuer du ça sel. devient en fait très compliqué. Ouais. Et le métier a énormément évolué aujourd'hui, avec en fait justement toute cette mise en avant et cette exposition médiatique. Je pense qu'une fois qu'on a fait le pas et qu'on s'est dit qu'il fallait adopter ces technologies, qu'on avait choisi, les questions à se poser, c'est les mêmes qu'on se pose en tant que consommateur quand on utilise un service technologique. Finalement, est-ce que le prix, s'il tend vers zéro, est-ce que c'est pas nous qui sommes le produit de par la data qu'on va générer pour cette application et qu'elle va pouvoir ensuite monétiser? Et donc je pense que dans les outils qui s'adressent aux restaurateurs, les questions à se poser, c'est tout simplement regarder les conditions générales, regarder ce qui est fait des datas et ensuite se poser la question de l'image que l'on renvoie sur telle ou telle plateforme. Est-ce que proposer une promotion, c'est quelque chose qui va valoriser son savoir-faire, en contrepartie d'avoir des clients qui viennent même à un prix discounté par rapport au prix normal. Donc voilà, il y a quand même des enjeux et il faut se poser toutes ces questions-là au moment où on décide d'adopter les technologies. D'accord. Et une question, je crois, oui, Muriel Talandier de Food Pâtisserie. Moi j'ai une question. Il y a une vraie tendance aussi de restaurants sans réservation. On le constate, nous on le voit de plus en plus chez les Alors, jeunes Big chefs, Mama, etc. par exemple. Il y en a pas mal d'autres. À Paris, en tout cas, c'est devenu aussi une vraie tendance. Donc, pour vous, c'est un acte suicidaire, inconscient, ou c'est au contraire un acte de résistance, justement, à la big data et j'ai une autre question. Alors, première question, qu'est-ce que vous pensez de cette vogue du sans réservation ? C'est pas du tout suicidaire, c'est marketing. C'est important d'avoir une queue devant chez soi. Sur le trottoir, ça donne envie. Donc ça, c'est avant tout ça. C'est une autre façon de gérer la réservation. Pour moi, c'est gérer une file d'attente. Ça fait aussi partie de notre métier. Donc c'est juste que le moment n'est pas le même. Là, on est seulement 5 minutes avant de venir s'asseoir. Alors que la réservation peut être plusieurs mois à l'avance. Ça va vraiment dépendre de la typologie du restaurant. Donc en fait, moi je suis pas du tout contre ceux qui font pas de réservation. Je pense que c'est un autre mode de réservation. Voilà. Donc après, pour parler du cas de Big Mama qu'on connaît puisqu'il travaille avec nous sur certains jours. Il y a certains jours où ils font des réservations. Aujourd'hui, voilà, ils communiquent énormément sur le fait qu'il n'y a pas de réservation chez Big Mama, mais en réalité, sur des jours où c'est trop compliqué à gérer, ils font de la réservation. Voilà. Donc, c'est quel type de jour? Ça va être des marronniers classiques, là, pour Noël et le 31, premier de l'an. Noël, Voilà, etc. Bon, rappelez-vous, il y a eu un épisode l'année dernière, je crois que c'était sur l'île, où la mairie leur avait demandé d'arrêter ça parce que en fait, ça empiétait sur la voie publique, c'était trop problématique. Bon, et la queue était trop longue. Je sais plus si c'était à Lille ou à Strasbourg. Les clients risquent de se lasser aussi, quoi. Enfin, moi, faire la queue pour aller manger une pizza attendre 2 heures. Après, il n'y a pas que Big Mama aussi. Il y a des Non, petits mais restaurants. on a pris un exemple pour être imagé. Il faudra voir si ces restos dans 2 ans sont encore là, en fait. Mais il y en a qui pratiquent ça depuis leur ouverture. Oui, et puis il y a aussi, vraiment aussi ceux qui disent, en gros, les réservations, c'est de 17h à 18h. Leur arrive par contre un vrai sujet, c'est la data. C'est que là, le problème, c'est comment... Parce qu'eux aussi veulent quand même savoir qui a mangé chez eux, même s'ils n'ont pas réservé à l'avance. Ils ont quand même consommé chez eux. Et là arrive cette problématique, comment je capte la donnée de mon client. Donc ça reste une problématique chez eux. Et l'avantage de la réservation, c'est que le canal, il est assez simple, ça se fait naturellement, il n'y a pas de friction à ça. Mais est-ce que c'est pas un épiphénomène, les restaurants sans réservation? Enfin, dans à les l'échelle grandes capitales, moi j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qu'on retrouve et que ça entretient, qu'il y a un truc comme ça entre jeunes chefs. Moi, j'ai l'impression que c'est un phénomène qui est quand même très localisé. Très fooding. C'est génial pour les restaurants qui peuvent se le permettre, mais il y en a très très peu qui peuvent se permettre d'adopter ce mode de fonctionnement. Et qu'à Paris, je pense qu'il doit y en avoir une dizaine sur 10 000 restaurants. Donc
c'est génial, mais effectivement, c'est un concept très très spécifique marketing qui n'est pas du tout adapté à tout type d'établissement. Et puis, encore une fois, quand on veut faire vivre une expérience positive à ses clients, ce début d'expérience qui est dans la rue, et pas forcément, même si encore une fois, il n'y a pas que Big Mama, mais ça provoque souvent des queues et c'est peut-être pas une expérience qui est toujours vécue très positivement par les clients. Ça marche dans les grosses villes, mais vous allez en fait en province, en Ah oui, région. non, bien sûr, c'est un phénomène grande Et même, il y a même, capitale, vous ouais. allez à Marseille, vous leur faites ça, ils ne comprennent pas quoi. Donc c'est aussi compliqué. Et la Deuxième deuxième question. question, ouais, c'était sur Alors, est-ce qu'il n'y a pas un revers à la réservation ? Nous, on entend pas mal de chefs aussi se plaindre des réservations non honorées. Du Donc, no-show. qui réfléchissent à mettre en place, comme il y a dans d'autres pays, un paiement à la réservation d'une partie d'une addition susceptible de venir. Comment vous gérez ? Certains le font déjà depuis Est-ce que très vous longtemps. sentez que ça va se développer Oui, c'est une tendance très claire. Le no-show maintenant est devenu un vrai mot de vocabulaire. En fait, avant, on n'en parlait pas. Alors, c'est pas qu'il n'existait pas, c'est que là, il se voit très nettement. Donc, l'avantage du numérique, c'est que pour le coup, on peut le limiter. Alors, les empreintes bancaires, nos systèmes le font, donc avec prépaiement ou pas, enfin, peu importe, le resto va choisir, pardon. Donc ça, c'est très clairement un véritable outil anti-no-show. Aussi d'arriver à détecter en amont que ce client n'est pas forcément un client très fiable. Donc tout ça, le numérique va l'aider. Donc ça a créé un problème, mais c'est aussi capable de le résoudre. Donc je ne suis pas inquiet sur ce sujet-là. Enfin, je suis tellement pas inquiet qu'aujourd'hui, on le résout. Aujourd'hui, on passe de taux de 7 à 8% classiquement dans un resto à moins de 1% dès qu'il active l'empreinte bancaire. Et ça fonctionne. C'est un fait complètement avéré. C'est typiquement français aussi. C'est-à-dire que vous allez en Italie, vous voulez réserver dans un restaurant en Italie, vous mettez votre numéro de carte bleue, et si vous ne mettez pas le numéro de carte bleue, vous n'avez pas de table. Et certains, en fait, vous font payer déjà à l'avance. En France, en fait, on paye tout en ligne, son billet de train, son billet d'avion, on va payer chez Deliveroo, mais en gros, on ne veut pas mettre son numéro de carte bleue pour aller manger au restaurant. Le meilleur exemple, c'est l'hôtel. Il y a 20 ans, on se serait dit, est-ce qu'on mettrait notre carte bleue pour réserver un hôtel ? Aujourd'hui, on ne se pose absolument plus la question. Et ce que disait un restaurateur avec lequel on a discuté toujours en préparant cette table ronde, c'est qu'au début, quand on demande l'empreinte de carte bleue, effectivement, ça provoque un refus et des réactions de refus. Ouais. Mais sur le long terme, en fait, les gens s'habituent et en fait, vous gagnez en prévisibilité. C'est la crainte des restaurateurs de dire ah oui, mais je vais perdre des clients quoi. Mais en fait, si tous les restaurateurs aujourd'hui en fait ont la même politique pour la prise de réservation. Alors après, les plateformes, et ça aussi c'est aux restaurateurs de choisir, ils peuvent dire tiens, je prends la carte bleue pour une table de 4, à partir de 4 personnes, le vendredi et le samedi. Il y a une relative souplesse. Donc du coup, à partir du moment en fait, où les restaurateurs auront commencé en fait, à aller dans ce sens, dans un an, on n'en parlera peut-être plus. Quoi. On a un client qui s'appelle Steven Ramon, qui est à Lille, qui en avait marre de se prendre des no-shows alors que son restaurant marche bien, il n'a pas de problématique pour remplir. Un jour, il a mis sur sa page Facebook, à partir de maintenant, tout le monde doit laisser une empreinte bancaire au moment de la réservation. Alors, c'était pas 150 €, ça devait être 30, 40 €. Et il a eu 150 messages de clients qui disaient c'est inadmissible, on ne viendra plus dans le restaurant, etc. Et depuis ce jour-là, c'était il y a un an, le restaurant est complet tous les jours avec des clients qui laissent leur empreinte bancaire au moment de la réservation. Ils sont revenus finalement, ils ont mis un commentaire énervé sur Facebook, mais ils sont quand même venus manger. Voilà, c'est peut-être ceux qui ne devaient pas réussir en fait, à avoir une table. Il y a une grande peur autour de l'empreinte bancaire, mais ceux qui le font aujourd'hui, il n'y en a aucun qui est revenu en arrière, côté restaurateur. Ça, c'est un enseignement en soi. Mais il y a un sport aussi qui commence à arriver à Paris, et ça, les restaurateurs en fait, ont commencé à me le remonter, c'est que dès qu'un client a mis l'empreinte, pour éviter en fait, que ça soit débité, certains en fait, annulent leur carte bleue. Alors ça, c'est un comportement extrême. On va terminer là-dessus. Mais ça arrive de plus en plus. Il y a toujours un temps d'avance à avoir sur le... Il y a un sport, c'est un sport. C'est un sport en France. C'est comme la lutte anti-dopage, ça. Il y a toujours des... On va arrêter là parce qu'on a un programme à respecter. En tout cas, on les applaudit. Merci beaucoup, messieurs. Merci. On propose de faire la photo de famille là-bas avec le photographe.